Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'Académie du Climat, bienvenue à cette nouvelle conversation climatique sur genre et climat. On se disait qu'on aurait pu trouver un titre un peu plus punchy pour cette conversation climatique qu'on voulait organiser depuis longtemps sur le sujet. Et nous sommes très très heureux de vous accueillir. Pour ceux qui ne connaissent pas les conversations climatiques, le but des conversations climatiques, c'est d'avoir un débat, un échange, une conversation avec, donc ce soir, une experte, de façon libre, sans diaporama, pour avoir vraiment un échange, une discussion, jeu de questions-réponses et un débat avec vous, bien évidemment, de vous laisser grandement la parole. Voilà l'enjeu des conversations climatiques. Nous avons aussi le plaisir pour nos conversations climatiques d'être enregistrées et surtout d'être traduits en langue des signes. Un grand merci aux interprètes et bien évidemment, on traduira aussi les questions. Voilà. Et donc, sans plus tarder, nous sommes très très heureux avec Elsa d'accueillir Souba Brunel pour cette soirée. Nous allons effectivement parler ce soir de la question du genre et du climat. Et pour introduire cette soirée, je voudrais commencer par une citation qui dit la chose suivante. Nous vivons dans un monde profondément inégalitaire où 70% des plus pauvres sont des femmes. Parce que plus pauvres, donc fragilisées et victimes d'assignations sociales inégalitaires, les femmes sont plus impactées par les conséquences dévastatrices des changements climatiques et de la perte de la biodiversité. Un constat qui interpelle d'autant plus que les femmes sont pourtant des actrices majeures de la transition écologique, tout en étant moins associées que les hommes aux décisions environnementales et climatiques. C'est l'introduction du rapport du Conseil économique, social et environnemental, intitulé « Inégalité de genre, crise climatique et transition écologique » qui a été publié en mars 2023. Ces études, ces rapports qui reconnaissent que le changement climatique et les dégradations de l'environnement impactent plus les femmes que les hommes se multiplient ces dernières années. Alors en quoi et pourquoi les femmes sont-elles plus impactées par les conséquences dévastatrices du changement climatique? Qu'en est-il des inégalités climatiques de genre en France, à Paris? Quels sont les progrès réalisés ou encore à parcourir pour lier la question du genre et du climat? Ce sont sur ces questions que nous allons nous pencher ce soir avec vous, Souba Brunel. Vous avez été directrice RSE avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat à impact, activiste et conférencière. Vous avez cofondé l'association Les Impactrices pour une action climat plus inclusive. Et la mission de cette association, c'est promouvoir la place des femmes et de la diversité pour accélérer les transitions écologiques. Un grand merci d'être avec nous ce soir. On va organiser la soirée en 2 grandes séquences avec une place qui va être assez importante à l'échange. Vous pourrez, pendant 2 séquences, poser directement vos questions, intervenir. Donc surtout à ce moment-là, n'hésitez pas, toutes les questions sont permises. 2 séquences, une première sur les impacts du changement climatique sur les femmes et puis une deuxième séquence qui sera plutôt sur le rôle d'actrice en fait, de ces femmes dans la transition écologique. Mais tout de suite, commençons par la question des impacts. Tout à fait, on commence sur les impacts et de voir aussi comment le changement climatique modifie l'environnement et modifie l'environnement de vie des femmes et de certaines minorités. Et tout de suite pour commencer, pour illustrer ça, si c'est possible, dans le cas d'événements climatiques extrêmes d'abord, on les a plus rapidement en tête, comment on observe cette différence entre les différentes populations, entre les différentes catégories d'âge aussi parfois, et pourquoi les femmes subissent-elles plus les catastrophes climatiques que d'autres catégories de personnes? Déjà, merci pour l'invitation. Et en effet, pour cette question, je vais prendre différents exemples pour bien illustrer mes propos. En effet, les femmes sont impactées de façon disproportionnée face aux désastres climatiques, face aux catastrophes naturelles qui est liée du coup à l'urgence climatique. Et elles le sont parce que c'est lié à des inégalités qui sont structurelles, qui sont institutionnelles, qui sont socio-économiques, qui existent dans une société qui est telle que la nôtre, patriarcale. Donc il faut avoir ça en tête pour comprendre en fait les liens entre les enjeux climatiques et les enjeux liés au genre. Des exemples du coup de catastrophes naturelles, par exemple, on peut prendre l'exemple du tsunami qui a eu lieu du coup en 2004. Donc le tsunami en Asie, quand la vague est arrivée, donc elle a détruit des populations entières et des régions entières en Asie, donc l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, etc. Et les scientifiques se sont rendus compte, en dénombrant le nombre de victimes, donc le nombre de morts de ces populations-là, les femmes étaient surreprésentées. Elles allaient de 72 à 82% de la population qui a été retrouvée décédée étaient des femmes. Et donc du coup, ils ont essayé de comprendre comment ça se fait que les femmes sont surreprésentées. Et les raisons, il n'y en a pas qu'une, mais vraiment
une accumulation de raisons, une accumulation d'explications qui proviennent de ces inégalités que je vous ai dit tout à l'heure, qui sont des inégalités structurelles et qui sont liées du coup à des inégalités socio-économiques et politiques. Par exemple, pour vous donner quelques exemples, des inégalités socio-économiques, donc les femmes sont, comme tu l'as très bien dit, vous l'avez très bien dit Elsa, les personnes qui ont le moins de pouvoir économique dans le monde, que ce soit en France et partout ailleurs. Donc en Asie, en fait, comme elles ont moins de pouvoir économique, elles étaient du coup mises en situation de vulnérabilité. Par exemple, elles habitaient les sous-sols ou les premiers étages des bâtiments face aux plages. Quand la vague est arrivée, ce sont les premières habitations et les premiers étages qui ont été du coup impactés directement. Ce sont elles qui étaient aussi surreprésentées dans les métiers pour vendre du coup le poisson qui était du coup directement sur les plages à l'heure où en fait la vague est arrivée. Donc là, on a des exemples un peu socio-économiques, des exemples culturels. Dans certains pays, parce qu'elles sont nées filles, on leur a pas appris à nager. Et donc du coup, c'est une inégalité forte quand il y a cette vague-là qui est arrivée. Encore une fois, c'est l'accumulation en fait de ces inégalités structurelles qui font que dès qu'il y a une crise, d'ailleurs qu'elle soit climatique, qu'elle soit pandémique, on l'a vu aussi avec le Covid, on y reviendra sûrement lors de la discussion, ou même que ce soit en temps de guerre, les femmes ont en fait des impacts et des violences qui sont plus exacerbés. Parce qu'elles sont mises en situation, c'est un groupe social qui est mis en situation de vulnérabilité à cause des inégalités. Je dis bien mises en situation et pas elles sont vulnérables. Et c'est vraiment très important le choix des mots, parce que je ne dis pas que les femmes sont vulnérables, c'est que la société, et notamment une société patriarcale où en fait il y a cette domination du système du coup masculin sur les femmes et les minorités de genre, fait que ces inégalités existent. Et donc, on est mis dans des situations du coup plus vulnérables. Là, c'est un exemple qui est en Asie, mais on peut avoir des exemples en France. La canicule, qui a eu lieu en 2003. Donc, en fait, pareil, on a eu à peu près les mêmes proportions. C'était 76-78% de personnes qui ont été retrouvées mortes pendant la canicule en France étaient des femmes. Et du coup, pareil, il y a eu une étude du coup liée au genre en disant mais comment ça se fait que c'était des femmes? Donc on va me dire oui parce que les personnes les plus âgées sont des femmes et donc du coup c'est pour ça qu'elles ont été surreprésentées en tranche d'âge du coup lors des décès des victimes liées à cette canicule-là. Mais si on creuse plus loin, il y a aussi des enjeux socio-économiques et politiques derrière. Le premier, c'est que en fait, pour les mêmes catégories de tranches d'âge, les femmes, en fait, ne se remettent... si elles sont veuves, si elles sont séparées, si elles vivent seules, elles restent seules. Elles ne vont pas aller trouver un mari, donc en grande majorité. Donc, alors que les hommes, dès qu'ils sont seuls, donc soit veufs, soit du coup séparés, etc., en fait, ils vont avoir tendance à chercher en fait une partenaire. Et notamment, on va voir peut-être ensuite, c'est lié du coup à tout ce qui est les enjeux du care, tout ce qui est les enjeux de charge domestique, charge mentale, etc., qui est encore aujourd'hui assumé par les femmes. Et donc du coup, les hommes ont plus tendance à trouver un partenaire, tandis que les femmes qui sont sociabilisées autrement vont avoir tendance à plutôt rester seules ou avoir moins l'envie d'aller chercher un partenaire. Donc ce sont des personnes qui étaient plus seules, qui ont été aussi sociabilisées à moins demander de l'aide, parce qu'on est sociabilisé à moins vouloir déranger, on a peur de déranger. Donc c'est des personnes qui ont été, du coup, n'ont pas demandé de l'aide. Socio-économiquement, elles ont un pouvoir économique qui était plus faible. Et on le voit, les inégalités à la retraite, les femmes ont beaucoup moins de pouvoir économique lors de la retraite, parce que c'est l'accumulation de toute une vie, toute une carrière qui a été plus interrompue. Dès qu'il y a des enfants, en fait, c'est les femmes qui vont en fait avoir des carrières hachées, etc. Et ça se voit aussi à la retraite. Donc le fait qu'elles aient moins de pouvoir économique, en fait, elles étaient du coup plus surreprésentées dans des déserts médicaux, dans des déserts alimentaires, etc. Donc c'est encore une fois, il faut vraiment comprendre que c'est une accumulation de raisons, d'explications qui font que les femmes qui sont mises en situation de vulnérabilité, dès qu'il y a une crise, en fait, elles sont les premières à en mourir.
Merci. Est-ce que donc on a effectivement commencé à un peu sortir du champ de ces événements extrêmes, à commencer à aborder ces questions sociétales quelque part, de ces inégalités structurelles qui ont été mentionnées. C'est vrai qu'on peut avoir, quand on parle de la question des femmes et du climat, de l'impact du climat sur les femmes, il peut y avoir un biais qui amène d'abord à penser à ces questions des cas extrêmes, comme en fait le fait que certaines femmes dans certains pays doivent parcourir des kilomètres pour se ravitailler en eau. On a cette question en fait de, par exemple, en cas de famine, des filles qui vont être défavorisées par rapport à des garçons dans des familles. Ça peut nous paraître assez loin, et en fait, vous avez commencé à le dire, en fait, les canicules, on les vit aussi en France, et c'est un cas qu'on retrouve. Finalement, ces inégalités climatiques, elles existent aussi en France, elles existent aussi à Paris. Et quand on sort de ces événements extrêmes, on a aussi peut-être d'autres sujets qui viennent toucher cette question de la transition écologique et des femmes. Je pense par exemple à la question de la précarité énergétique. C'est quelque chose auquel aujourd'hui on fait face, en France, à Paris particulièrement aussi. Cette question-là, c'est aussi une question de genre ? Oui, en effet, c'est lié aux questions de genre, puisque c'est lié aux questions d'inégalité et d'accès, en fait, du coup, à un pouvoir économique, à un pouvoir de se sécuriser, etc. La précarité énergétique en fait partie. Puisque la précarité énergétique, c'est un enjeu de justice sociale, c'est aussi un enjeu économique. Et du coup, les chiffres qu'on a dit, donc c'était les chiffres mondiaux, 70% des personnes les plus pauvres sont des femmes. On retrouve un peu des proportions similaires, même en France, pour déjà des exemples que je viens de citer, par exemple les femmes à la retraite, etc. Ou les inégalités salariales, etc. Donc forcément, tout ce qui est lié à la justice sociale et là, les enjeux de précarité énergétique peuvent être aussi liés du coup au genre. Un des sujets, par exemple, que j'ai en tête, et notamment à travers notre association Les Impactrices, c'est par exemple les couples monoparentales, où la grande majorité des personnes du coup, en situation monoparentale sont des femmes. Et donc souvent, en fait, elles ont du coup des enjeux économiques. Souvent, c'est aussi des pensions des pensions alimentaires qui ne sont pas données. C'est elles qui ont en charge l'éducation et puis la charge financière en fait d'avoir un foyer toute seule. Et c'est les personnes aussi les plus impactées par la précarité énergétique, par le mal logement, etc. Vous avez aussi parlé d'un enjeu qui était intéressant quand vous parliez de l'eau, la symbolique de l'eau. Donc là, je reviens à une vision un peu plus globale, donc à une vision au niveau international, sur l'eau ou même sur le feu, d'aller chercher le bois pour se nourrir, etc. On le voit dans des pays comme sur le continent africain ou asiatique. En fait, c'est aussi ces mêmes charges domestiques qui incombent aux femmes finalement. Donc cette charge d'aller chercher l'eau, d'aller chercher le bois pour pouvoir se nourrir, se chauffer ou juste s'hydrater, se laver, se boire, etc. Par exemple, l'exemple de l'eau, on revient et on va faire la même logique d'analyse que j'ai fait pour les autres exemples, pour encore une fois illustrer pourquoi c'est important et nécessaire de lire l'urgence climatique à travers le prisme du genre. L'eau est un des symboles de l'intersection genre et climat, puisque dans les pays où les femmes vont aller chercher de l'eau, plus il y a des crises climatiques extrêmes, plus en fait les femmes vont devoir aller chercher de plus en plus loin l'eau pour se nourrir, pour se laver, pour les questions d'hygiène et la nécessité aussi d'avoir de l'eau dans son foyer. Et ça, en fait, on revient à toutes les inégalités qui sont structurelles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc quelques exemples. Plus elles vont chercher de l'eau loin, ces femmes-là, moins elles ont le temps de, par exemple, développer un pouvoir économique. Moins elles ont le temps de travailler ou, en fait, d'obtenir de l'argent. Plus elles sont aussi, plus le chemin est loin, plus elles sont sujettes à des violences, des violences sexistes et sexuelles lors du trajet qui est de plus en plus long pour aller chercher l'eau. Donc elles sont aussi de plus en plus victimes en fait de violences patriarcales. Plus c'est loin en fait, plus aussi ça va impacter la vie des jeunes filles,
puisqu'il va y avoir besoin de plus de main-d'œuvre pour aller chercher l'eau. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que dans certains pays, en fait, les jeunes filles ne peuvent plus aller à l'école parce qu'on a besoin d'elles pour effectuer cette charge domestique, cette charge du care. Et donc, en fait, elles arrêtent leurs études. Donc, ça crée encore une boucle d'inégalité. Etc., etc. En fait, cette charge domestique, morale, cette charge mentale, etc., qui incombe aux femmes et qui fait en fait que le foyer tient, donc qu'une société tienne, elle est invisibilisée, pas rémunérée, et puis elle est en fait très destructrice dans le sens où elle crée des inégalités, elle renforce des inégalités juste sur ce groupe social des femmes-là. Donc voilà un des exemples, l'eau, aller chercher de l'eau et pareil chercher du bois, c'est un des exemples sur lesquels on comprend vraiment le lien et la nécessité de lire l'enjeu climatique à travers le prisme du genre. Là, encore une fois, on les retrouve aussi. On va les retrouver en France, on va les retrouver à Paris. La question de l'eau, quand on est en période de canicule, quand on va parler de la qualité de l'eau, en fait, c'est souvent aussi la responsabilité des femmes dans les foyers de pouvoir apporter cette eau. Donc c'est aussi une question qu'il faudrait interroger au prisme du genre. La question des déplacements aussi et de la mobilité, finalement, on y est confronté aussi quotidiennement. Donc c'est aussi une question que l'on devrait fondamentalement interroger, encore une fois, quand on se pose la question, au prisme du genre. Donc ça, c'est des choses qui devraient être quelque part un peu naturelles et qui ne le sont pas forcément aujourd'hui. Exactement. Par exemple, on sait que dans 82% des foyers hétérosexuels, c'est la femme qui impulse la transition écologique au sein du foyer. C'est-à-dire que c'est elle aussi qui a cette charge morale de dire, bon, bah, en fait, comme c'est elle qui va plus cuisiner, c'est elle qui va plus prendre soin du care, de la santé de sa famille, etc. C'est elle qui va impulser la transition écologique à la maison. Donc tout ce qui est de l'ordre, que ça aille jusqu'au zéro déchet, jusqu'à acheter bio, jusqu'à cuisiner maison, etc., jusqu'aux couches lavables des bébés, en fait, c'est les femmes qui portent cette charge-là, qui est une charge morale, mais qui, du coup, c'est les mêmes logiques qu'on a avec l'eau dans les pays du continent africain ou asiatique. Ces mêmes logiques-là, on les a aussi au sein d'un foyer parisien, où en fait, le temps que la femme elle fasse tous ces trucs de zéro déchet, etc., qu'elle fasse 4 magasins avec du vrac, etc., qu'elle change les couches lavables de son fils ou de sa fille ou de son enfant, en tout cas, toutes ces injonctions ou ces actions, ce sont les femmes qui les effectuent le plus. Rien que la charge mentale aussi. Quand on fait une transition écologique, c'est qu'est-ce qu'on va manger, comment mieux manger, les enjeux de santé et tout, c'est les femmes en fait qui font ce travail invisible. Toutes ces recherches, elles sont invisibles, on ne les voit pas. Et cette impulsion-là, par contre, ça joue sur la santé du foyer, ça joue sur l'écologie, qu'elle soit intérieure ou l'impact carbone d'une famille entière. Donc là, on voit juste dans l'intime même l'action considérable qu'a une femme, et même dans cet intime, elle est actrice du changement. Sur cette question, sur ce rôle d'actrice dans la deuxième partie, on comprend effectivement que là, les aléas climatiques vont venir vraiment renforcer ces disparités et ces inéquités qui existent aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. On a vu effectivement certains exemples ensemble là sur la façon dont le changement climatique pouvait intervenir sur la précarisation des femmes. Donc effectivement, c'était assez éclairant et très clair. Vous avez mentionné justement cette situation de mise en vulnérabilité et non pas de vulnérabilité des femmes face au changement climatique. C'est lié justement à ce que vous disiez, en fait, que cette capacité d'adaptation et de résilience, elle est en fait très fortement contrainte par les normes sociales aujourd'hui qui sont liées au genre. C'est vraiment ça le message que vous portez aujourd'hui. Exactement, en fait, je parle vraiment de sociabiliser, de comment sont sociabilisés et les hommes et les femmes, comment en fait il y a des injonctions qui vont plus incomber chez l'un et chez l'autre, et du coup comment la société s'attend à ce qu'une femme réagisse, consomme, mange, etc. Est-ce qu'un homme, pareil, consomme, réagit, etc. Et donc c'est vrai que quand on parle d'écologie, quand on parle de zéro déchet, etc., ça va plus être des injonctions que les femmes ont. Parce que et c'est lié aussi à l'imaginaire de la virilité. Il y a tout un imaginaire, tout
des narrations en fait à déconstruire sur le genre qui fait qu'aujourd'hui, oui, il y a une certaine logique que les femmes, en fait, elles impulsent ces transitions écologiques beaucoup plus que les hommes, qu'elles sont beaucoup plus leaders aussi, même si c'est jusqu'à leur foyer, que les hommes, parce qu'on est sociabilisés depuis des siècles et des siècles au care, au collectif, aux soins, à la famille et à l'écologie dans l'état brut, quoi. Quand, par exemple, souvent, dans les comportements, on peut reprendre l'affaire avec Sandrine Rousseau, qui est l'affaire du steak, les barbecues, etc. Donc on voit bien les images qui est liée à cette... C'est aussi une injonction, hein, c'est une injonction à la virilité des hommes. Donc c'est la viande, c'est le barbecue, etc. Ou c'est le SUV, les 4x4. Et on voit comment les hommes sont conditionnés, en fait, sont sociabilisés pour prouver leur virilité, en fait, à des actions qui sont complètement destructeurs de la planète et du vivant. Donc que ce soit du 4x4 au barbecue, au steak, etc. Et que les femmes, du coup, elles sont, c'est plus acceptable ou plus envisageable dans nos narrations de voir des femmes avec des tote bags aller faire les courses de zéro déchet, etc. Et donc en fait, ces injonctions-là, ces narrations-là, ces actions-là, fait que les hommes sont conditionnés d'une certaine manière et les femmes d'une autre. Et en fait, c'est très très intéressant en fait de s'enrichir de ces réflexions-là pour aussi trouver des solutions chez les femmes. Vous évoquiez là, juste précédemment, entre autres, que dans les foyers, c'est souvent les femmes qui introduisent la transition écologique du foyer, etc., d'une démarche donc plutôt volontaire et qui devient une charge mentale. Est-ce que donc ça ne génère pas un phénomène qui est souvent discuté ici à l'Académie, un peu plus d'éco-anxiété, comme on le voit entre autres dans la jeune génération, chez les femmes plus que chez les hommes ou dans les foyers? Oui, c'est intéressant et c'est vrai qu'avec notre association Les Impactrices, on le voit, puisque oui, les personnes qui sont plus sur les terrains, en fait, qui vivent la crise climatique en première ligne, les femmes en font partie, mais en fait, il n'y a pas qu'elles en tant que catégorie sociale, hein, il y a du coup les jeunes, puisque les jeunes générations, surtout celles qui viennent naître, par exemple la génération de mon fils, en fait, quand je le vois, on sait que c'est, même d'après les rapports du GIEC, donc le groupement international des scientifiques pour le climat, on sait que ces générations-là, en fait, elles n'auront pas de moyens d'agir, elles n'auront pas de moyens d'action. C'est les générations dont la nôtre qui pouvons encore fléchir et faire peser la balance sur inverser la courbe du dérèglement climatique. Donc les jeunes, les femmes, les personnes des quartiers populaires, les personnes qui ont moins de pouvoir économique font partie de toutes ces catégories sociales qui sont mises en situation de vulnérabilité. Et ces personnes, plus ou moins, à certains degrés, vont éprouver en effet une forme d'éco-anxiété, puisqu'elles vivent ces injustices, elles vivent et elles ressentent en fait cette urgence à agir. Les jeunes, par exemple, ils le savent que si c'est pas maintenant, en fait, ça sera plus jamais. Nos générations, si on voit toute la timeline du GIEC, moi je suis une génération milléniale, en fait, je vais mourir en voyant le monde vraiment basculer. Mais je sais que je vais mourir en laissant mon enfant, dans ce monde-là, où lui, il le vivra vraiment beaucoup plus et sur plusieurs décennies, plus que moi. Donc les premières impactées, c'est en effet les femmes, mais aussi les jeunes générations, etc. etc. Et donc l'éco-anxiété, elle est liée à ça. Elle est liée aux personnes qui subissent, qui vivent et qui ressentent en fait ces effets du dérèglement climatique en première ligne. Merci Souba pour cette première partie. On vous propose de prendre quelques questions dans la salle avant d'entamer notre seconde partie sur les femmes actrices du changement climatique et de la transition. Est-ce que vous avez envie de débattre avec Souba? Savoir sur la question de genre, je pense que notre gouvernement en France, c'est pas la peine de compter dessus. Savoir ce que l'ONU fait pour ce genre, s'il y a des débats à l'ONU sur comment changer. Ce que je veux dire, j'ai pas du tout confiance, surtout avec le gouvernement qu'on a. Bonsoir. De toute façon, moi je considère que le climat, c'est pas un sujet neutre. Donc il faut à un moment donné se poser la question. Pourquoi on a ce changement climatique? Donc
il faut responsabiliser les gens, et je parle du capital, surtout le capital industriel. Donc, il faut tout d'abord essayer de faire une introduction dans ce sens. Deuxièmement, en parlant de changement et le genre, je considère qu'effectivement, géographiquement, on se situe en Afrique ou en Asie. Moi, je pose la question, qu'est-ce qu'on pense de la femme, enfin du genre, dans les pays développés? Est-ce qu'ils ne sont pas touchés? Moi, je considère qu'effectivement, à un moment donné, où il y a l'industrie dans les grandes villes, sûrement que les femmes doivent être touchées plus que les hommes. Donc moi, il faut y aller de telle sorte que faire un certain comparatif entre effectivement pays développés et pays sous-développés, et puis effectivement la cause, pourquoi ces pays développés, pourquoi le changement climatique, et il faut responsabiliser, à vrai dire, le capital dans ce sens. Merci. Bonsoir. Moi, je voulais savoir s'il y a une relation entre le changement climatique et le cycle menstruel de la femme. Moi, je voulais juste savoir si vous aviez un peu une idée, dans l'histoire récente ou non, de l'impact justement sur changement climatique et genre. Est-ce qu'il y a eu des améliorations, parce qu'on a quand même gagné quelques droits, lentement mais sûrement, ou pas, ou est-ce que le changement climatique va trop vite et même s'il y a des droits qui sont gagnés, c'est pas assez pour ses conséquences? Alors, il faut que je me rappelle des 4 questions. Donc la première, c'est sur les instances internationales. Donc là, vous parliez de l'ONU. Il y a toute une institution qui s'appelle l'ONU Femmes et qui en effet d'ailleurs, il y a un rapport qui est sorti l'année dernière où justement, quand je parle de le chiffre de 5 à 14 fois plus de risque de mourir, c'est l'ONU Femmes qui l'a du coup analysé. Donc en fait, les institutions au niveau international, et notamment le GIEC, le groupement international des experts du climat, commence en fait depuis maintenant c'est très récent pour moi encore, mais c'est une décennie, à faire le lien entre le genre et le climat. Donc avant de passer aux actions et tout, il faut comprendre et analyser, donc avoir le maximum aussi de chiffres et d'explications pour comprendre la situation, pourquoi les femmes sont impactées de façon disproportionnée. Donc ça passe en effet par les rapports, par la création des institutions comme ONU, avec la filière ONU Femmes qui explique et qui collecte toutes les données pour comprendre cette situation-là. Et une fois qu'on a compris aussi cette situation, commencer à trouver des solutions pour agir à la hauteur de ce défi, en incluant les femmes. Les actions à travers ONU Femmes, en fait, ça va être des actions plutôt soit à travers l'humanitaire, notamment, là on parlait des fours, la recherche du bois, de l'eau, etc. En fait, c'est des programmes du coup économiques, donc où ils vont financer, puisque l'ONU c'est plutôt financer et mettre en lumière ces actions-là. Donc ils vont passer par le financement en fait d'organisations et de programmes qui va en fait développer l'émancipation de ces femmes-là. En plus du coup de ces rapports, de ces statistiques-là. Mais si on me posait la question à moi personnellement, Souba Brunel, c'est insuffisant par rapport à, et puis ça rejoint à la dernière question, c'est insuffisant par rapport à l'urgence climatique aujourd'hui. Il faut donner beaucoup plus de moyens et donc du coup débloquer beaucoup plus de fonds pour avoir des actions. Maintenant on le sait, il y a la partie compréhension, là on est en 2024, là je vais commencer à montrer mon vrai visage. Là on est en 2024, il est vraiment temps de comprendre que oui, il y a une réelle nécessité de lier les enjeux du genre, de lier les enjeux de droit. Les droits des femmes est toujours menacé dès qu'il y a une crise, donc notamment la crise climatique. D'ailleurs, plus la crise climatique s'accentue, plus on la ressent, plus il y a aussi une bataille de ressources, etc., plus il y a des enjeux géopolitiques, et plus, si on reste dans le continuum de l'actualité en ce moment, les extrêmes, notamment l'extrême droite, en fait, montent, puisque c'est la peur. Et donc les premiers droits qui sont impactés, ce sont les droits des femmes. Du coup, je reviens à votre question, et en effet, c'est pas neutre pour ça. Votre question exactement à la fin, c'était l'analyse pays développés et pays... Alors moi, je préfère dire pays du Nord et pays du Sud. Parce que développé, sous-développé, du coup, il y a un enjeu historique et géopolitique qui fait qu'aujourd'hui, on appelle les pays dits du Nord et les pays dits du Sud. Il faut comprendre en fait, en effet, qu'il y a un troisième lien
sur l'urgence climatique, il y a un troisième, ce que moi j'appelle un troisième mot racine de l'urgence climatique, qui est l'histoire coloniale. Parce que quand on parle de l'enjeu genre et climat, on parle en effet du système capitaliste, du système patriarcal, et il y a un dernier système qui est le système colonialiste et esclavagiste, et qui vient de l'histoire, et on est encore dans ce continuum-là, qui fait qu'aujourd'hui, sur une planète du système solaire, donc toute une petite planète, il y a des pays qui continuent d'exploiter du coup les ressources, les êtres humains, et continuent en tout cas à déstabiliser aussi géopolitiquement toute une partie de l'autre planète, donc les pays dits du Sud. Quelques exemples très concrets que vous avez forcément en tête, la fast fashion, tout ce qui est en fait les vêtements de seconde main, les vêtements de fast fashion à quelques euros près. Si votre t-shirt vaut 3 euros, c'est que le prix en fait c'est quelqu'un d'autre qui le paye et qui le paye très cher. Et souvent, c'est des femmes d'ailleurs qui me ressemblent, c'est des femmes en Inde, c'est des femmes sur le continent du coup asiatique, etc. qui en fait pour quelques centimes vont fabriquer ces vêtements-là pour la consommation des pays occidentaux, des pays dits du Nord. C'est aussi les déchets, la gestion de nos déchets des pays occidentaux. Je dis nous, je vis ici. Nous, pour notre consommation, pour notre confort, on va consommer des produits, on va produire des déchets. Et la production de ces produits-là se fait dans les pays du Sud en grande majorité. C'est-à-dire que c'est leurs rivières qu'on va polluer, c'est ces populations qu'on va exploiter pour notre confort et notre consommation. Et ensuite, par exemple, il faut savoir qu'en France, il y a moins de 21% de nos déchets électriques et électroniques qui peuvent être du coup recyclés. Les D3E, en fait, donc c'est nos ordinateurs, nos smartphones, etc. Déjà que, en fait, on exploite, par exemple, les smartphones, c'est le cobalt, les minéraux qui viennent du Congo, donc qui créent des guerres, qui créent directement des génocides, qui sont, du coup, procurés pour faire nos smartphones dans nos pays dits du Nord. Ça se fait parce qu'il y a encore ce système-là qui vient de notre histoire, qui a déstabilisé géopolitiquement et économiquement une partie du monde versus l'autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la fast fashion ou la gestion de nos déchets, c'est-à-dire que les déchets qui sont produits ici, en fait, sont renvoyés dans ces pays-là et sont encore aujourd'hui considérés comme des poubelles du monde, c'est expliqué par notre histoire commune, qui est l'histoire coloniale et esclavagiste, et qui a fait que, oui, il y a toute une partie de la planète qui a exploité l'autre, et qu'aujourd'hui, comme vous parlez de pays en développement ou sous-développés qui se développent, c'est des pays qui se remettent de cette histoire. C'est des pays qui sont en train de se réapproprier les ressources, en tout cas qui essayent, si elles ne sont pas déstabilisées géopolitiquement, qui essayent de reprendre leurs ressources et de se créer une richesse là. Mais c'est des richesses, c'est des ressources qui ont été volées avant. Donc oui, c'est pas neutre. Et le troisième, du coup, en effet, système sur lequel il faut se pencher, en plus du genre, en plus du capitalisme, c'est le colonialisme. L'urgence climatique vient vraiment du fait que notre histoire et cette histoire coloniale qui a impacté toute une planète entière fait qu'aujourd'hui, on est en urgence climatique. Parce que le problème, il est mondial et il est interconnecté mondialement. Est-ce que c'est clair, peut-être ? La question sur le cycle menstruel, alors je n'ai pas forcément là la réponse sur le cycle menstruel. Je sais que le cycle menstruel, de toute façon, c'est lié en effet au cycle de la Lune. Enfin, il y a des choses qui forcément vont impacter nos corps, puisque tous les êtres humains, les femmes y compris, on est composés à majorité d'eau. Et c'est lié aussi avec nos hormones et nos cycles hormonaux. Mais après, je n'ai pas plus pour cette question. En toute humilité, je n'ai pas la réponse exacte avec le lien avec le cycle hormonal. Peut-être que tu Non, j'ai pas forcément plus d'éléments de réponse. Ou mais quelqu'un dans la salle. Je pense que la physiologie, l'impact du changement climatique sur la physiologie des femmes, c'est une question encore qu'on est en train de creuser, ne serait-ce que du point de vue de la canicule, par exemple. Il commence à y avoir un peu des données sur effectivement l'impact que ça peut avoir du point de vue du ressenti du corps d'une femme. Mais c'est encore des choses qui, je pense, sont peu documentées et qu'on est en train de creuser, il me semble. Exactement, mais c'est très intéressant aussi d'avoir l'enjeu physiologique. Par exemple, oui, les femmes, elles ont besoin, et c'est peut-être, si on fait le lien avec la canicule, l'exemple de la canicule, avec notre cycle hormonal, on a besoin, et ça a été prouvé en effet, de plus d'eau, par exemple.
On a besoin de s'hydrater plus, on a besoin aussi de plus d'eau pour notre hygiène, puisque justement on a les cycles menstruels et tout. Il faut savoir que quand il y a des déplacements, que ce soit des déplacements climatiques ou migratoires, les femmes, elles sont aussi, encore une fois, impactées de façon disproportionnée. En plus des violences qui peuvent être faites par les hommes, dès qu'il y a des manques d'eau, en fait, c'est elles qui vont avoir plus de maladies liées au manque d'eau. C'est les maladies digestives, etc., ou les infections urinaires, où elles vont en mourir juste par manque d'eau. Donc oui, il y a un lien physiologique aussi. Mais sur le détail du cycle hormonal, oui, ce serait intéressant d'aller creuser. Bonjour. Est-ce que si on supprime les inégalités socio-économiques, en fait, quelle part du travail on a réussi à faire? J'arrive pas bien à percevoir l'importance des inégalités socio-économiques par rapport aux autres inégalités que vous avez citées, donc patriarcat, colonialisme, peut-être autre chose, mais sur le genre en tout cas. Ok, c'est juste pour faire le lien. En effet, c'est le système patriarcal, capitaliste, qui crée des inégalités. C'est juste pour faire le lien là. C'est parce qu'on est dans un système patriarcal qui a ces inégalités-là. En effet, le fait de les supprimer, alors si on arrive à ce monde où on supprime en effet ces inégalités-là, en fait on va... Et en plus, si on arrive à le faire à une échelle internationale, en fait, on aura vraiment répondu à une grande partie de l'urgence climatique, puisque l'urgence climatique se nourrit de ces inégalités, puisqu'elle se nourrit de ces trois systèmes de domination qui sont le capitalisme, le patriarcat et le colonialisme. Donc, par exemple, s'il n'y avait pas ces inégalités, si on avait combattu ces inégalités socio-économiques liées au genre, donc liées aux femmes, si toutes les femmes, elles étaient émancipées socio-économiquement, c'est-à-dire qu'on ne pourrait plus faire la fast fashion, par exemple. Enfin, si je reprends un des exemples, on ne pourrait plus non plus exploiter du coup d'autres populations gratuitement pour faire nos consommations. En fait, ça va nous obliger à changer de paradigme. C'est ça que ça va faire. En supprimant ces inégalités socio-économiques, non seulement d'une part on protège, donc là on parle des femmes, donc on protège les droits des femmes, on protège les femmes qui sont qui meurent en premier, mais en plus de ça, en fait on crée un tout autre paradigme, puisque s'il n'y a plus ces inégalités socio-économiques, en fait il n'y a plus ces exploitations-là non plus. Donc c'est penser un autre monde. Est-ce que là, du coup, c'est plus clair? Et en fait, c'est vraiment cette logique-là. Il y a un système racine, que moi j'appelle un système racine, qui s'appelle capitalisme, colonialisme, patriarcat, qui ont les mêmes schémas de domination, d'exploitation, de prédation. Le capitalisme, en fait, c'est nous les êtres humains. Parce qu'on est être humain, on s'est dit on est en haut de la pyramide, on a le droit d'aller exploiter la forêt en Amazonie, d'aller exploiter la biodiversité, de saccager une forêt ou les méga-bassines, etc., au nom du pouvoir économique. C'est notre paradigme aujourd'hui. Le patriarcat, c'est en fait le pouvoir d'aller dominer toute une population, donc les femmes, les minorités de genre, pour servir aussi ce capitalisme-là, c'est du travail qui est gratuit, moins rémunéré, pour servir ce capitalisme-là aussi. La révolution industrielle, elle s'est faite parce qu'il y avait en fait les femmes qui étaient au foyer et qui s'occupaient de toute la gestion du foyer gratuitement, donc à faire des enfants, donc des futurs ouvriers, des futurs travailleurs, etc., à gratuitement s'occuper de tout un foyer, pendant que l'homme n'avait plus qu'à aller produire, travailler à l'extérieur. Et le dernier système, c'est le système colonialiste qui fait qu'aujourd'hui, en fait, je le disais avec l'exemple pays du Nord, pays du Sud, c'est l'instabilité socio-économique, on revient aux inégalités socio-économiques qui ont été créées de par l'histoire, fait que, il y a une grande partie de la population, donc les pays dits du Nord, continuent d'exploiter, et on revient, exploiter, dominer, faire cette prédation-là sur les ressources et les êtres humains des pays du Sud. Donc si toutes ces inégalités socio-économiques n'existaient plus, si vraiment on voulait les combattre, en fait on comprendrait que l'écologie, c'est de la justice climatique. En fait, l'écologie, c'est quand on combat ces inégalités, on combat et on trouve les solutions à la racine même de l'urgence climatique. Bonsoir. Je pense que peut-être, j'aurais une vision un peu différente de la vôtre sur la question de l'intersectionnalité des luttes, et notamment avec
clairement des effets de rééquilibrage, si j'ose dire, dans la prédation avec d'autres systèmes culturels dits du Sud global. Mais ce qui m'a le plus marqué dans votre présentation, c'est que finalement, on assiste à l'effondrement de la culture vivrière sous les coups à la fois de l'industrie et du réchauffement climatique, et que c'est peut-être ça le sujet, enfin, pour moi, c'est le sujet le plus monstrueux de ce qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire, et dans le fond, la situation, l'augmentation de la précarité des femmes, et particulièrement dans le Sud global, est du fait du réchauffement climatique, de la disparition de l'eau, de la disparition du sable, etc., indique qu'on va aller vers une fin majeure. Une fin au sens FIN peut-être, mais surtout FIM, et que peut-être je serais content d'entendre ce que vous pourriez dire sur les solutions qu'on peut apporter, puisque dans le fond, ça va venir, hein, mais on pourrait considérer que cet effondrement du statut, du pouvoir économique des femmes, de leur rôle dans la société, du fait du changement climatique, parce qu'il y a un effondrement de l'agriculture vivrière, ça en fait comme des éléments du baromètre qui est monté à un niveau d'alerte maximum, parce qu'on va vers la fin très vite. Et peut-être qu'on pourrait trouver des solutions aussi si on était capable de renforcer l'agriculture vivrière et donc le statut des femmes, et donc, et si on veut chercher des éléments peut-être pragmatiques avec la FAO, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est l'effondrement de l'agriculture qui met les femmes encore plus, et c'est toujours compliqué de faire des généralités, mais encore plus dans une situation d'effondrement social et économique. C'est pas une question, c'est une remarque, je le reconnais. Merci, ça fera intervenu peut-être un tout petit peu trop tôt pour la transition sur la seconde partie, mais on va garder les propos en mémoire. Et une dernière question là-bas, avant d'enchaîner justement sur cette seconde partie. Merci pour vos interventions. Pour moi, c'est pas tellement une question qu'une remarque. Là, je suis en train de conscientiser. J'habite à Paris et je m'imagine que tous les couples sont dans un truc moderne, égal, etc. C'est juste moi qui ne sais pas gérer à la maison les inégalités. Et le fait que vous disiez que les Parisiennes aussi. Près de la bouche, merci. Que en fait non, à Paris aussi, les femmes font beaucoup de la charge domestique. Ça me surprend et en même temps, ça me fait prendre conscience que c'est pas juste moi qui gère mal. En fait, c'est partout pareil. Merci. Bonsoir, merci. Juste une question, une précision. C'est la hiérarchisation au niveau c'est-à-dire des problématiques ou des causes des problématiques. Pour moi, c'est vrai, en tant que, c'est-à-dire la femme, ses droits sont bafoués en premier lieu, elle vit le changement climatique plus, mais un focus, pour moi, il y a la partie socio-économique. Les femmes pauvres d'une certaine classe, ils vivent ça plus que d'autres, ainsi que les hommes, toutes les familles de cette classe-là, qui vivent le changement climatique plus dur que... C'est-à-dire on ne peut pas, pour qu'on puisse apporter des solutions et des réponses, il faut qu'on focus, à mon avis, il faudrait qu'on focus sur les plus vulnérables. Les femmes, certes, mais quelle catégorie de femmes qui sont plus vulnérables? Ceci, que ce soit au niveau du changement climatique ou dans d'autres situations également, dans d'autres situations. Et en effet, c'est exactement ce que je disais à un moment où je disais c'est les femmes, mais d'autres catégories socio-économiques. Et c'est là que j'ai parlé les classes populaires, et c'est pour ça aussi que j'ai parlé des jeunes générations aussi, qui ont aussi moins de pouvoir socio-économique, etc. Et donc là, comme la conférence s'appelait Genre et climat, on se concentrait plus sur les femmes. J'ai fait cet aparté-là pour dire, et c'est aussi l'enjeu de mon association et d'ailleurs de tout mon combat finalement, c'est de mettre les premières personnes impactées au centre du mouvement climat. C'est ça qui va accélérer en fait la transition écologique, c'est que les premières personnes impactées, donc les personnes les plus précaires, les femmes, les minorités de genre, les personnes dites racisées, donc c'est-à-dire les personnes du coup qui subissent le racisme, ça j'avais juste dire ça. En fait, toutes ces catégories qui sont du coup en bas de la pyramide sociale,
c'est celles qui ont aussi le moins de pouvoir socio-économique. Donc c'est elles qui vont être les premières impactées. Et oui, dedans, il y a des hommes qui sont dans les quartiers qui sont issus des classes populaires. Et ils seront plus impactés, par exemple, que moi, qui reste une femme, mais qui habite à Paris avec un bagage, en tout cas économique, plus conséquent. Et donc cette intersectionnalité, il y a quelqu'un qui avait dit le mot d'intersectionnalité, elle est plus complexe en effet. Moi, mon combat, c'est vraiment par contre de dire que toutes ces voix-là, elles ne sont pas représentées aujourd'hui dans la justice climatique, dans le mouvement climat et même en France. Dans le mouvement climat en France, les leaders tels qu'on les voit aujourd'hui, je ne dis pas qu'ils font du mauvais travail ou quoi, hein, c'est très intéressant ce qu'ils disent, mais c'est les mêmes personnes. C'est-à-dire c'est des personnes blanches qui sont, franchement la grande majorité viennent de Paris, ou sont citadines, donc très loin des personnes qui viennent issues de l'agriculture. Et en fait, qui a aussi un bagage socio-économique et culturel qui est énorme. Ils ont fait les grandes écoles, beaucoup viennent de Sciences Po ou de HEC. Et encore une fois, je ne critique pas ce qu'ils disent, mais je constate que en fait, cette monopolisation, en tout cas de la parole, crée un seul type de narration et un seul type d'action. Je rebondissais, même si c'était une remarque et pas une question, sur ce que vous disiez, madame, ce qui est très intéressant. Moi, quand j'ai eu le déclic en 2017 sur les impactrices, c'est parce que j'étais enceinte et puis d'un coup, alors que j'étais responsable RSE, je me suis dit, mince, j'ai jamais lu les rapports du GIEC, alors que ça faisait 12 ans que j'étais responsable, directrice même au comité de direction RSE dans un grand groupe et tout. Et j'ai fait, mais comment ça se fait que j'ai pas lu les rapports du GIEC? Clairement, en école de commerce, on ne vous apprend pas ça. Donc, du coup, je les lis. Quelle bonne idée en même temps d'être enceinte. En même temps, je lis Pablo Servigne, si vous connaissez, du coup, l'effondrement. Bon, clairement, je ne l'avais pas fini. J'ai lu les 2 premiers chapitres. J'ai fait, oulala, attends, on va voir après que mon gosse soit né. Parce que sinon, je ne voudrais pas qu'il sorte de mon ventre. Mais voilà, toute cette série de déclics sur l'urgence climatique, ça m'a fait vraiment basculer en mode zéro déchet. Et on vient du coup aux narrations que je disais tout à l'heure. À l'époque, c'était des personnes qui prônaient, donc on est en 2016-2017, on entendait beaucoup parler du zéro déchet et en fait les couches lavables, tout ce qu'il fallait chercher, les petites graines, etc. Je caricature, mais c'est un peu ça. Moi j'étais à Paris, j'avais dans mon balcon parisien mes petites tomates cerises, etc. Enfin vraiment la caricature, parce que c'est ça que j'entendais en fait, c'était ces représentations-là. Donc oui, j'avais diminué individuellement en tout cas mon empreinte carbone. Mais en fait, j'étais en train de faire complètement un burn-out parce que, étant maman, en fait, c'était moi qui m'occupais de tout ça, pas mon mari. C'était moi qui avais cette charge mentale, cette charge morale, cette charge environnementale là à la maison. Et en fait, ça a accéléré en fait une forme de burn-out. Donc oui, c'est très important d'adresser ces sujets parce qu'en fait, tous ces injonctions, ces narrations, etc., en fait, oui, quand on n'a que ça, en fait, on va suivre ces solutions-là. Donc moi, je prône pour une diversité de voix, et notamment une diversité de voix des premières personnes impactées. On va enchaîner sur cette deuxième séquence qui justement met un peu plus l'accent sur le rôle des femmes dans la transition écologique pour justement voir à quel point elles sont visibles ou pas visibles et lesquelles d'entre elles le sont. Donc on va effectivement passer sur ce volet-là parce qu'on a eu un premier volet où on a parlé beaucoup de vulnérabilité, beaucoup d'aspects assez négatifs et on a commencé un peu à ouvrir la porte de ces aspects un peu plus entraînants et positifs et sur lesquels on va poursuivre. Oui, tout à fait. Et on va essayer d'entrer un peu plus dans le détail, justement, les femmes actrices de la lutte contre le changement climatique. Mais vous l'évoquez à l'instant, là, avant votre burn-out, d'essayer de diminuer aussi votre empreinte carbone. Statistiquement, en moyenne, les femmes apparaissent comme avoir une empreinte carbone plus faible que celle des hommes. Est-ce que vous pouvez nous l'illustrer un peu plus concrètement pour s'en rendre compte en quoi et pourquoi ? Et bien, du coup, je reprendrai l'exemple que j'ai eu un petit peu tout à l'heure avec les hommes et les femmes, et comment on est conditionné et comment la société nous conditionne et nous met sur nous des étiquettes et des injonctions. Et donc, je vais reparler du barbecue ou du steak, de la viande. Ces exemples-là, un peu que Sandrine Rousseau avait aussi développé. Et je conseille un livre qui s'appelle Sexisme. Je ne sais pas si vous... Oui, il y en a qui l'ont lu. Si vous connaissez, il est très bien documenté. Il y a des faits et chiffres sur du coup, ces comportements genrés et qui fait qu'on comprend en fait pourquoi les femmes ont un impact carbone moindre, moins élevé.
Et donc, dans Stexisme, c'est de Nadia Bouazani, je pense, voilà. Elle montre comment ces injonctions-là fait que, les hommes, en tout cas, pour prouver une sorte de virilité, etc., vont adopter des comportements plus énergivores et plus climaticides. J'avais parlé des SUV, le fait de manger de la viande, le fait de dire en fait aller prendre un tas de boc c'est pas très masculin pour aller chercher des graines au Naturalia. Et donc en fait c'est ça qui fait que dans nos imaginaires, dans cette injonction là, c'est des actions qui incombent aux femmes. Ensuite les femmes, c'est des siècles et des siècles aussi de sociabilisation et d'injonctions qui font que en fait on est plus éduqué au care. C'est pas une coïncidence que les métiers liés au care, les métiers liés aux soins, à la collectivité, ce sont les femmes en fait qui sont surreprésentées, que ce soit en étant infirmière, maîtresse d'école, etc. Bien sûr, on retrouve des hommes, mais la surreprésentation, ça reste des femmes parce que c'est des métiers vraiment dans le care, le soin et le collectif. Et dans une société capitaliste et patriarcale, ça se traduit par le fait que ces métiers-là sont sous-rémunérés et pas valorisés par la société. Un des exemples où on a encore plus vu cette dichotomie en fait, de genre, c'était pendant le Covid. On voyait que pendant le Covid, en fait, les femmes ont été impactées de façon disproportionnée aussi par les effets du Covid. C'est elles qui avaient plus de risques de mourir. Alors on va me parler, oui, mais il n'y a pas que les femmes qui, ont travaillé, parce qu'on parle des infirmières, des caissières, etc. Il y avait aussi des livreurs qui ont travaillé. Dans les hôpitaux, il y avait aussi des médecins. Donc, selon les études, en fait, ça reste les femmes qui étaient impactées, en tout cas qui avaient un risque de mourir plus fort, parce c'était leur métier qui représentait, c'était des métiers où le contact était plus de 50 contacts par jour avec les êtres humains. Une infirmière, elle a beaucoup plus de contacts dans un hôpital qu'un médecin. Un livreur, il n'a pas de contact avec les gens, une caissière, si. Surtout que, si vous vous rappelez, cette année-là, les premiers mois, en fait, elles n'avaient même pas de vitre, elles n'avaient même pas de masque. Donc, voilà, tout ça, c'est pour vraiment montrer, j'ai un peu tiré le fil et tout, mais que toutes ces injonctions et cette sociabilisation fait qu'on a un comportement qui est lié aux hommes et qui est en effet plus carnivore, plus énergivore, etc., et on a un comportement qui est lié aux femmes et qui est en fait associé plus au care, etc. Je parle d'une façon systémique. On trouvera toujours une femme livreuse, un mec infirmier, etc. C'est une façon systémique, vraiment sociologique de montrer le caractère genré. Bien sûr qu'il y a des exceptions, mais c'est juste des exceptions qui confirment la règle vu la proportion chiffrée. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut remettre ça en cause, en fait, il faut vraiment qu'on remette en cause la construction sociale, parce que finalement, ça peut être un peu confortable aussi, cette dichotomie de se dire, je me retrouve dans ce côté, féminin, du soin, du care, etc., versus le discours un peu viriliste, anti-écologique. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment tout remettre à plat. Exactement. Là, tout à l'heure, on commençait à en parler, c'était d'un changement de paradigme. Et puis dans l'univers écolo, l'univers de la justice climatique, on entend ces mots-là, les nouveaux récits, les nouvelles narrations. Il nous faut, de toute façon, on est obligé de changer de paradigme de société. Et pourquoi pas tirer le potentiel, notamment des femmes, et de cette sociabilisation depuis des siècles et des siècles qu'ont les femmes, et notamment autour du care. Il y a Eva Sadoun qui fait un travail formidable et qui a été aussi en conversation climatique ici il y a quelques mois, qui parlait en effet de l'économie du care. Là, quand on dit que les femmes infirmières, maîtresses, ce sont elles qui ont porté, et on l'a vu pendant le Covid, qui ont porté toute une société. C'est elles qui ont soigné, qui ont continué à éduquer. C'est elles, même au sein des foyers, qui, même quand le couple télétravaillait tous les deux, c'est elles qui continuaient à faire à manger, qui continuaient à s'occuper des enfants, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que le taux de divorce a explosé juste après. Parce qu'en fait, ils ont vu que les deux avaient un travail, les deux étaient à la maison, mais pourtant, la charge domestique, la charge mentale, c'était toujours la femme qui l'avait. Et donc, tout ça pour dire que, en fait,
autant se nourrir justement de cette sociabilisation depuis des siècles et des siècles qu'ont eu les femmes et ce rapport qu'on a au care, au collectif, pour trouver ces solutions de demain, pour trouver ces nouvelles narrations et changer de paradigme. Parce que là, on touche aussi au fait où on peut très vite tomber, c'est ce que tu commençais à dire, à l'essentialisation. C'est pas dans notre ADN de savoir faire l'aspirateur ou de savoir prendre soin de l'autre. Les hommes savent le faire aussi. En fait, c'est pas dans nos ADN que c'est ancré ça. C'est dans ces injonctions sociales, sociétales, c'est dans ces conditionnements-là. Donc c'est vraiment, il ne faut pas tomber dans cette essentialisation. Les femmes, elles savent faire ça, les hommes, ils savent faire ça. Il faut juste comprendre que c'est un conditionnement, c'est une sociabilisation qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on a cette opportunité, qu'il y a un potentiel de fou chez les femmes. Après des siècles et des siècles de sociabilisation patriarcale, on a des solutions, on est porteuse de solutions. Et c'est pour ça que, notamment à travers mon association, on finance, on visibilise la voix et les actions de ces femmes-là pour agir sur le défi climatique. Alors, justement, les femmes vertueuses, que personne ne doute, je pense, dans la salle, est-ce qu'on les retrouve progressivement depuis une vingtaine d'années que la transition écologique est entrée un peu plus dans les mœurs et dans notre société, au poste de décision? Est-ce qu'on les retrouve au poste de décision ou est-ce qu'on les trouve, entre guillemets, comme la cheville ouvrière de ces actions, de ces associations? Pardon. Je vais reprendre la question, c'est pas grave, et ça me permettra d'être plus clair. Justement, on évoquait donc le côté volontaire, le côté plus vertueux des femmes dans la transition écologique, et la question que je pose est de savoir si on les retrouve au poste stratégique, au poste décisionnel, pour enclencher et accélérer cette transition depuis une quinzaine d'années, entre autres, sur nos territoires, ou est-ce qu'on les retrouve toujours au même poste, plutôt de cheville ouvrière et pas de décideur? Bon, à votre avis, je pense que la réponse était dans la question. Hein. Oui, c'est ça le véritable enjeu. En tout cas, moi, mon combat, et c'est pour ça que je parlais des tables de décision tout à l'heure, malgré ce potentiel et malgré en fait, tout ce qu'on a, toutes les solutions qu'on a, toutes les actions qu'on porte jusqu'à notre intimité qui est le foyer, on reste sous-représenté, voire absente des tables de décision. C'est-à-dire c'est les tables qui façonnent le monde, c'est les tables où justement en fait on crée les lois, on crée les narrations, donc c'est dans les médias, dans la politique, dans les codires, toutes ces tables de décision qui font le monde, qui façonnent le monde, nous restons sous-représentés, voire complètement absentes. Pourtant c'est celles qui façonnent le monde aujourd'hui. Il y a un livre d'ailleurs qui le montre bien et qui est très très chiffré sur cet enjeu-là, c'est The Invisible Woman. Il y est en français aussi, où c'est une journaliste pendant 5 ans. Elle a investigué sur plein de domaines, il y a une vingtaine de domaines différents, ça va jusqu'à la sécurité, à l'agroalimentaire, à la sécurité routière, à la pharmaceutique, et en fait qui se sont rendus compte qu'à cause des biais, qui sont faits, donc du coup, vu qu'on est absente des tables qui font les solutions, c'est les hommes qui sont surreprésentés et ils ont des biais, comme nous on a nos biais. Mais comme c'est les mêmes biais, en fait, ça crée des solutions, ça crée des produits qui n'incluent pas les femmes et qui sont voire même contre les femmes. Dans ce livre, par exemple, il y a genre 2000 exemples d'un monde fait par les hommes, pour les hommes, mais du coup pas pour les femmes, voire contre les femmes. Et là, ça se rajoute aux exemples que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que comme on n'est pas inclus, en fait, ces solutions-là vont être contre nous. Par exemple, les ceintures de sécurité dans les voitures. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces histoires-là? Ça a été du coup les ingénieurs derrière qui ont créé les ceintures de sécurité dans les voitures. Encore une fois, c'est inconscient, ils ne le font pas exprès, mais c'est que des hommes. Donc ils ont leur biais. Et ils ont fait des tests, les crash tests sont faits que sur des mannequins hommes. Parce que pour eux, la norme, c'est un homme de 40 ans avec tant de kilos, etc. Donc on s'est rendu compte que quand c'est une femme qui conduit, en fait, le taux de mortalité, il augmente de 20%. Et le taux de se casser le nez à cause de l'inclinaison du airbag, comme on est plus petite, comme on n'a pas les mêmes corps, etc., il est multiplié par 3. Juste de se casser le nez, quoi. Parce que, en fait, comme c'est les hommes qui l'ont créé, ils ont fait des crash tests, ils ne se sont même pas posé la question sur un corps. Pour eux, c'est la norme, et c'est normal inconsciemment.
c'est la norme, et ben, ils ont fait sur un homme qui a une quarantaine d'années, donc qui mesure tant, qui pèse tant, et donc l'inclinaison et les degrés entre le airbag, la ceinture de sécurité, etc., est fait pour les hommes. Donc c'est un exemple concret. Il y en a 2500 des exemples dans ce livre-là. Par exemple, sur la pharmaceutique. Les médicaments, en fait, il faut savoir que même les médicaments, c'est-à-dire nos spasfons pour les règles, etc., ça a été testé sur des souris mâles, donc qui n'ont même pas le même niveau d'hormones, etc., que nous, comme tous les autres médicaments. Et donc, il y a certains médicaments, donc, dans le livre, qui peuvent nous tuer parce que ce n'est pas la même posologie qui pourrait convenir à des femmes. Mais comme tous les tests, que ce soit sur les souris ou sur les bêta-testeurs qui ont été des hommes, ça n'a pas été pris en compte. Donc le livre montre bien, avec des exemples très 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 concrets, que dans un monde patriarcal dont les solutions sont faites par les hommes, les idées sont créées et diffusées par les hommes, en fait, quand on n'inclut pas les femmes, ça se fait contre nous. C'est pour ça que moi, mon mantra, et notamment avec les impactrices, quand on parle des femmes, mais c'est aussi toutes les personnes premières impactées, moi je dis souvent, si les femmes ne sont pas aux tables de décision, c'est qu'on est au menu. On le voit là, même en politique, dans même les tables de décision politique, qui votent les lois sur l'IVG. En grande majorité, en fait, c'est des mecs qui n'ont pas d'utérus et qui se disent « Ah bah attends, j'ai pas d'utérus, mais je vais quand même te dire que t'as pas le droit à ça, t'as pas le droit à ci, etc. » Dans les plateaux télé, quand on parle de comment s'habillent les femmes ou les jeunes filles, crop top, voile, etc., en fait, c'est que des mecs aussi. Et donc, moi, je prône pour qu'il y ait une diversité en fait, de voix dans ces tables de décision, dans ces tables de discussion, dans ces tables où en fait, on façonne le monde, parce que c'est comme ça qu'il y a de moins en moins de biais, et c'est comme ça qu'on arrivera à un mouvement climat, à des solutions plus inclusives, et donc à des solutions à la hauteur du défi climatique, en incluant en fait, les premières personnes impactées. Il y a une étude aussi qui a montré que, par exemple, sur le secteur des banques, les banques qui sont dirigées par des femmes ont davantage, enfin, peut-être moins d'impact, on va dire, plutôt dans ce sens-là, un impact moins important sur l'environnement. Donc, en fait, on voit aussi que l'efficacité de la décision, elle est réelle, en fait, du point de vue de l'environnement. Et vous nous aviez donné aussi des chiffres sur le cadre associatif, notamment pour l'économie sociale et solidaire. Dire que c'était 70% de femmes, en fait, qui étaient présentes et actives dans ce cadre-là. Et qu'en revanche, elles étaient 13% à des postes de décision. Donc là encore, on voit très visiblement, très clairement ce distinguo en fait, et cette invisibilisation des femmes dans les postes de pouvoir. Mais qu'est-ce qui explique en fait qu'elles ne sont pas présentes dans ces postes-là? Donc encore une fois, c'est une accumulation de raisons. La première, du coup, il y a les fameux plafonds de verre qu'on retrouve dans les entreprises. On les retrouve même dans le secteur de l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire. Donc c'est des plafonds de verre où, plus ou moins inconsciemment, on n'inclut pas les femmes dans des postes de décision. Et il y a en fait aussi une multiplication des obstacles pour les femmes. Déjà, elles n'ont pas assez de rôle modèle. Donc quand on ne se voit pas dans une... Moi, j'ai jamais vu une présidente de la République française. Inconsciemment, pour nous, pour les petites filles, pour les générations suivantes, en fait, ça n'existe pas. C'est des postes... on pourra jamais être présidente de la République en France. Du coup, ça passe par le manque de rôle modèle. Parce que quand on ne se voit pas, on ne voit pas qu'on peut pas se projeter là où on ne se voit pas. Ça passe par ces plafonds de verre, que ce soit les inégalités salariales, que ce soit vraiment le manque d'inclusion dans les comités de direction, dans des entreprises. Même, voilà, encore une fois, le secteur de l'ESS qui devrait être exemplaire ne le fait pas non plus. Dans les associations, c'est pareil. Dans les associations, on voit que la majorité des personnes, et en plus des bénévoles et tout, c'est une écrasante majorité, ça reste des femmes. Mais dès que c'est des postes de direction, où aussi il y a en tout cas une meilleure rémunération, ça reste des hommes. Parce qu'ils sont aussi, c'est une question de sociabilisation, ils sont aussi sociabilisés à prendre de la place, à ne pas avoir peur de demander, à négocier son salaire, etc. Ce que nous, on n'est pas sociabilisés à faire. On ne doit pas prendre de la place, on est moins sociabilisés à demander, et notamment sur l'argent, où on va s'excuser plusieurs fois avant de demander. Donc voilà, c'est aussi une question de sociabilisation.
D'autres freins, c'est aussi des enjeux liés, par exemple, on parlait de charge mentale, charge éducation, etc. Dès qu'une femme, si elle a des enfants, etc., ça décuple encore une fois les obstacles pour accéder à des postes de direction. Moi-même, de mon expérience, c'est quand j'ai annoncé dans mon entreprise que j'étais enceinte, que du coup, comme on était 2 directrices dans cette fameuse table de décision qui est le comité de direction d'une grande entreprise cotée, on était 2 directrices femmes, et 14 hommes. Dans les 2 directrices, donc il y a la RSE, on revient au rôle genré, et la communication. C'était pas la finance. Et donc on voit jusque-là les rôles genrés et tout, jusqu'à ces tables de décision-là. Et oui, c'est pas super bien passé le fait que je sois tombée enceinte à ce poste de direction. Et malheureusement, ce n'est pas une histoire exceptionnelle. Donc en fait, c'est tous ces obstacles, le manque de représentation, le manque de visibilité, le fait qu'on a la charge mentale, la charge morale de tout un foyer. En fait, ça crée des obstacles à arriver à ces tables de décision. Vous le disiez dans vos combats, vous prenez donc l'écoféminisme contre les dominations croisées des femmes, des minorités et de la nature. Est-ce que la transition écologique en tant que telle, et qui est engagée dans nos villes, dans nos territoires, peut résoudre ou complètement oublier la question du genre, en fait? Comment arriver à bien l'intégrer pour être sûr que la transition écologique ne crée pas en fait de nouvelles inégalités supplémentaires? Eh bien, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, notamment avec la dame là-bas. Il faut vraiment inclure dans les tables de décision, dans les gouvernances, dans même les tables de discussion, là, ce qu'on est en train de faire là. En fait, il y a une diversité de voix dans les sièges qu'il y a là, une diversité de voix dans toutes ces tables-là. Toutes les tables qui façonnent des récits, les nouveaux récits, les décisions, les solutions, il faut qu'il y ait une diversité de voix. Il ne faut plus qu'il y ait la même typologie de personnes, et on sait de qui on parle, dans ces tables-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bêtes ou pas, ça veut juste dire qu'ils ont les mêmes biais. Et on se retrouve à avoir le nez cassé quand on a un accident de voiture, plus que si on était un homme. Ou à avoir du space-fond pour les règles qui nous fait plus de mal que de bien. Donc l'idée, c'est vraiment, je pense qu'une des solutions, c'est vraiment de mettre dans toutes ces tables de décision, qu'elles soient politiques, qu'elles soient médiatiques, qu'elles soient dans les entreprises, dans les associations, partout, il faut qu'il y ait une diversité de voix. Et il faut, si ce n'est pas la parité, en tout cas avoir vraiment un maximum, au moins de femmes dans ces tables-là. Ce qui inclurait en fait l'autre moitié de la population mondiale qui n'est pas, qui est exclue de toutes ces tables-là. Ça peut éviter des erreurs du type, par exemple sur la transition écologique, on a parlé tout à l'heure du sujet de la mobilité, on peut se dire qu'effectivement il y a une solution qui est assez partagée, qui est qu'il faut renforcer les transports en commun. Et on va effectivement lutter contre une propagation du véhicule individuel motorisé, on va lutter contre la pollution, etc. On va renforcer ces axes-là, mais si on n'a pas interrogé en fait les déplacements des personnes, si on n'a pas interrogé qui prend ces transports en commun, finalement on va venir renforcer des trajets domicile-travail qui vont être en fait finalement plus utilisés plutôt par des hommes qui n'ont pas, encore une fois, moins la problématique du soin, la problématique de récupérer les enfants à l'école, ou du coup qui n'ont pas en fait ce trajet complètement linéaire, et en revanche où il y aura des étapes, et en fait on n'aura pas pensé à une grosse partie de la population, et donc on aura renforcé des inégalités existantes aujourd'hui, alors que initialement on pensait à bien en imaginant renforcer une offre de transport pour tous et toutes. Exactement, et ça c'est vraiment important. Ça ne veut pas dire que les personnes qui sont décisionnaires ou les hommes là qui créent en effet ces solutions, ces actions, etc. Il n'y a pas de concept de bien ou de mal, c'est vraiment un fait qu'il faut une diversité de voix, et en 2024 il est vraiment plus que temps, plus qu'urgent d'avoir une diversité de voix là. Là par exemple, un des exemples sur la mobilité, il y avait un village dans le sud de la France, une petite ville où le comité municipal, c'était que des hommes. Ils ne sont pas méchants, mais ils se sont dit pour l'écologie on va arrêter les lumières à 21h.
Donc à partir de 21h, et puis ils ont pris tout seuls du coup leur décision dans leur coin. Après ça c'est un enjeu de démocratie, ça sera peut-être une autre discussion. Mais voilà, et du jour au lendemain en fait, oui, pour des enjeux d'écologie, mais surtout d'économie, ils ont arrêté les lumières à partir d'une certaine heure. Mais les femmes en fait, elles ne se sont pas senties en sécurité dans le noir. Et donc en fait il y a eu plusieurs cas aussi de violence. Il y a eu des cas de violence qui ont augmenté à ce moment-là parce que elles devaient quand même rentrer chez elles ou aller au travail et elles ont eu plus de cas de violence. Et c'est surtout, elles ne se sont pas senties en sécurité. Et en fait, c'était des problématiques qui étaient complètement un angle mort pour cette table de décision municipale où il n'y avait que des hommes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins intelligents, plus intelligents, c'est pas ça le problème. C'est que, en fait, comme ils ont leur biais, et c'est normal, si on n'inclut pas d'autres personnes, une diversité de voix différentes, avec d'autres biais, on exclura toujours des gens. Alors justement, on a parlé des décisionnaires, mais on a aussi notre rôle, nous, en tant que citoyens. Comment on peut accompagner ces deux enjeux qui sont liés, qu'on a bien vu, entre genre et climat, comment on peut diminuer ces inégalités. Et vous parlez souvent des 5 clés du passage à l'action. Est-ce que vous pouvez nous les décrire rapidement avant qu'on repasse la parole à la salle? Oui, très rapidement, c'est ce qu'on prône aussi chez les impactrices. Donc, en fait, la première étape pour le passage à l'action, c'est ce qu'on est en train de faire là, c'est de s'informer. Sortir du déni, s'informer sur toutes les narrations, solutions possibles liées au climat, à l'écologie. Et c'est ce qu'on est en train de faire là. Donc on est déjà en train d'agir, puisque avant de trouver des solutions, il faut d'abord comprendre. Et ce type aussi de narration que je suis en train de faire même ce soir, on l'entend pas souvent. Le fait de lier moi ce que j'appelle le système racine qui est capitaliste, colonialiste, patriarcat, et de dire qu'en fait il faut comprendre que c'est les mêmes systèmes de domination qui dominent toute une planète et qui fait qu'on est en urgence climatique, on l'entend pas si souvent aujourd'hui, même en 2024, et notamment dans les mouvements climat. On commence petit à petit, là j'ai vu aussi une vidéo de Greta Thunberg qui fait aussi le lien. Voilà, c'est des narrations qu'il faut entendre, c'est des sujets qu'il faut comprendre pour être vraiment à la hauteur de l'urgence climatique. Donc s'informer, c'est déjà agir, ça c'est la première clé. La deuxième, ce serait à son échelle, ça fait du bien de se dire, même si je me moquais de moi-même avec mes petites tomates cerises dans le balcon, en fait c'était un geste qui a quand même contribué à baisser mon empreinte carbone. Donc oui, ça fait du bien de se dire que ça ne va pas sauver le monde parce que l'enjeu, la clé, elle est collective, mais au jour le jour, c'est d'avoir au moins un pouvoir d'action chez soi, avec sa famille, etc. La troisième, c'est de partager. Partager l'information, partager notre conscientisation. Ça peut passer juste à envoyer des articles, un podcast à nos proches, etc. Mais en tout cas, propager cette information-là parce que l'enjeu et la clé, elle est collective. On ne pourra changer de paradigme, on ne pourra trouver des solutions à la hauteur de l'urgence climatique que si on le fait ensemble. La quatrième action, ce serait en fait de rejoindre des collectifs, justement, puisque la clé, comme c'est le collectif, ce serait de rejoindre des collectifs qui nous parlent, écologistes, et je reviens, féministes ou antiracistes ou sur la justice sociale, puisque les enjeux féministes ou de justice sociale font partie de la racine climat. C'est-à-dire que il faut vraiment comprendre, s'il n'y avait pas ces systèmes d'oppression, s'il n'y avait pas ces inégalités, ces discriminations-là dès le départ, si on les combattait dès le départ, on combattrait l'urgence climatique à sa base, à sa racine. Puisque, en fait, il n'y aurait pas d'inégalité pour nourrir l'urgence climatique. Moi, c'est vrai que c'est un discours un peu out of the box sur le climat, parce que pour moi, et dans ma logique, je ne suis pas la seule, il y a des mouvements entiers, et notamment l'écoféminisme dont vous parlez, qui portent ce discours-là, d'agir à la racine. Et pour agir à la racine, il faut comprendre que ça vient des oppressions en fait, sur le vivant et les êtres humains. Si on combat ça, on combat en fait, l'urgence climatique à sa racine. Donc voilà, la quatrième, ce serait de rejoindre des collectifs écolos, féministes, etc. Donc des collectifs sur l'environnement écolo ou de justice sociale, et en fait on fait notre part, et en fait on amplifie aussi le mouvement.
Et le dernier, c'est en fait d'imaginer, on parlait de nouveaux paradigmes, de changement de paradigme, mais c'est aussi d'imaginer des nouveaux récits, des futurs désirables et tout, parce que là, c'est une conférence pour faire comprendre avant de passer à l'action, mais dans l'action, il y a aussi imaginer des futurs souhaitables, comment on veut vivre ensemble. Là, on parlait d'Eva Sadoun tout à l'heure, quand on parlait, elle va sortir un livre, mais elle sort déjà un podcast sur l'économie du care. Comment on peut imaginer un monde capitaliste, donc avec une économie, mais qui soit différent? Elle propose par exemple une vision qui est basée sur le care. Et si tous les métiers qui prennent soin des enfants, de la famille, des personnes âgées, etc., elles étaient mieux valorisées. Si aussi dans nos agendas super chargés, entrepreneurs ou salariés, etc., si on avait du temps à donner à la communauté, c'est-à-dire aux voisins, à des associations, etc., ça c'est aussi du care. Et les hommes, les femmes, tout le monde peut le faire. Donc c'est repenser en fait ces schémas-là, déconstruire ces narrations dominantes, recréer du souhaitable, des futurs souhaitables et des récits du coup désirables pour en fait c'est ces nouveaux imaginaires-là qui vont aussi être le moteur de l'action. Donc ça, ce serait les 5e clés pour vraiment passer à l'action et surtout continuer dans l'action. Avant de conclure cette soirée, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je voudrais savoir ce que vous pensez du rôle de l'éducation, par rapport au climat et tout, et surtout dans les quartiers populaires. Parce que moi, je vis dans un quartier populaire et je peux vous dire que vraiment, l'éducation, c'est pas vraiment terrible. Les personnes qui ont quelque chose à y gagner ont beaucoup à perdre si on rééquilibre. Qu'est-ce qu'on peut donner comme levier? Parce que du point de vue des gens qui subissent la crise climatique, du point de vue féministe, oui, nous, on veut changer les choses, mais comment on peut rendre la chose attractive pour les personnes qui vont y perdre? C'est tout d'un coup, s'ils prennent 50% de la charge mentale à la maison, qu'est-ce qu'ils ont à y gagner? Et pourtant, c'est ça qui est nécessaire pour que ça fonctionne. Donc, moi, je vais essayer de signaler qu'il y a une partie de notre histoire où la femme était présente. Donc maintenant, lorsqu'on parle de femme, ses droits, mais je sais qu'à travers notre histoire, il y a des femmes qui étaient responsables, il y étaient des reines et tout ça. Donc il ne faut pas le nier. Donc qu'est-ce qu'ils ont apporté en tant que changement pour le genre? Ça, c'est une autre question. Mais il faut signaler. Deuxièmement, pour les actions à mener. Bon, effectivement, s'informer, échanger, mais il ne faut pas oublier on doit mener une certaine résilience pour faire face effectivement à ce processus de production de masse. Parce qu'effectivement, lorsqu'on parle d'industrie, on parle de production de masse sur le plan d'agriculture, on parle d'extractivisme sur le plan des mines et ont des impacts trop néfastes sur le climat. Et puis, effectivement, il faut dire que, parlant du pays de Nord ou du Sud, il faut que les pays de Nord, ils sont les grands pollueurs, donc il faut qu'ils soient taxés. Donc ça, c'est une action à mener et je pense que c'est nécessaire pour l'instant pour essayer de faire face et contrecarrer cette tendance de productivisme, essayer de rendre justice aux pays du Sud. Merci. En fait, j'aurais souhaité avoir quelques exemples des actions racines des impactrices. Et puis peut-être aussi que vous redonniez le nom du livre où il y a les 2000 exemples. Je n'ai pas bien entendu. Merci. Alors oui, du coup, je prenais la première question. Donc c'est comment convaincre en fait? Comment convaincre les... Ah pardon, c'était l'éducation d'abord, oui. Alors l'éducation. Alors l'éducation dans les quartiers populaires, oui, de toute façon, quand... l'idée aujourd'hui, c'était de faire passer le message que la racine du dérèglement climatique, elle est très profonde et c'est des racines de systèmes de domination entiers. Donc forcément, en fait, les solutions, elles sont diverses et variées et elles font partie de toutes les strates de la société, dont l'éducation. Bien sûr que l'éducation, en plus, c'est un des accélérateurs les plus forts pour changer de société, pour changer de paradigme, c'est de passer par l'éducation. Donc oui, pour répondre à votre question, oui, c'est bien un accélérateur de transition.
et sur les moyens, et notamment dans les quartiers populaires, etc., en fait, ça passe, et ça va être aussi, ça va faire la transition avec la deuxième question, ça passe par des enjeux de financement. Oui, plus c'est financé, plus ils ont les moyens d'accéder à la culture, d'accéder à des activités, et mieux ce sera. Je sais que si on parle d'éducation et quartier populaire, par exemple, il y a une association sur l'écologie, en tout cas, qui fait un super travail, c'est Banlieue Climat. Je ne sais pas si vous connaissez déjà. Banlieue Climat, vous regardez sur Internet, ils font plein de programmes, en tout cas, ils viennent dans les établissements scolaires ou ils viennent directement dans les quartiers populaires pour justement éduquer ou en tout cas se réapproprier l'écologie. Puisque en fait dans les quartiers populaires on fait de l'écologie. Hein. Les quartiers populaires c'est les plus écolos du monde. Hein. Puisque en fait c'est les personnes qui ont l'impact carbone les moins... moi je viens de quartier populaire où c'est l'empreinte carbone la plus basse. Mon empreinte carbone elle a explosé quand j'étais... devenue parisienne, avec aussi en changeant de classe sociale. Donc oui, l'éducation c'est important. Sur les enjeux de quartier populaire, il y a plein d'initiatives. Donc il y a l'initiative en effet Banlieue Climat. Il y a tout le travail de Fatima Wassak avec Vert Dragon, son livre aussi, même ses 2 livres, Écologie pirate et La puissance des mers, qui parlent de toutes les actions aussi qui sont menées dans les quartiers populaires et qu'en fait ils n'ont pas attendu, si je dois dire un peu caricaturalement, les bobos écolos parisiens pour faire de l'écologie, les personnes des quartiers populaires. Donc voilà, là on peut trouver aussi plein de solutions. Et pour revenir à la deuxième question, c'est très oui, ça peut paraître très dur de convaincre, de dire, en fait, quand on parle de système de domination, on parle d'un système où il y a par exemple des discriminations et de l'oppression, et de l'autre côté, forcément, il y a des privilèges. Donc comment en fait partager ces privilèges? De toute façon, à un moment donné, ça va basculer. Par exemple, j'ai l'exemple de la Corée. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des mouvements 4B en Corée du Sud. Il y en a qui ont entendu parler? Oui. Donc, en fait, c'est un mouvement, du coup, porté par les femmes qui sont excédées de ces charges domestiques, de cette société patriarcale, du plafond de verre, etc. et qui ont décidé, en fait, on ne veut, ça peut paraître extrême, mais c'est pour montrer, illustrer des mouvements qui luttent contre le patriarcat. Elles disent, moi je veux pas d'enfants, je ne veux pas me marier, je ne veux plus relationner avec des hommes, puisque en fait ça me coûte. Et on pourrait se dire, oh là là, c'est extrême, etc. Mais vu la propagation en fait de ce mouvement-là en Corée du Sud, en fait les médias se sont intéressés, le gouvernement s'est intéressé, surtout sur le truc, c'est un des pays où le taux de natalité est le plus faible. Donc en fait démographiquement et économiquement, l'économie est liée à notre démographie. Donc en fait c'est les femmes qui ont ce pouvoir-là aussi. Donc elles ont consciemment ou non en tout cas joué sur ça. Comme c'est le taux de natalité le plus faible, quand il y a toute une partie de la population qui dit je ne veux plus avoir d'enfants, je ne veux plus être dans un couple hétérosexuel parce qu'en fait vous coûtez trop cher dans le mental. Il y a des études même qui disent que des femmes quand elles se marient avec un homme, elles perdent des années de vie quand l'homme lui en gagne. Parce que c'est l'économie du care. C'est elle qui va voir comment bien manger, bien prendre soin de la santé, ne pas oublier les rendez-vous médicaux, prendre les rendez-vous médicaux dans beaucoup de couples encore. Et c'est elle qui porte cette charge mentale, qui porte ce stress-là. Et en fait, ce stress, ça produit du cortisol, ça produit... on perd des points de vie. Donc oui, c'est scientifiquement prouvé que dans des couples hétérosexuels, en fait, les femmes perdent beaucoup de choses. Et les femmes commencent à en prendre de plus en plus conscience. Donc pour revenir à votre point, c'est que si à un moment en fait on ne partage pas ces privilèges, en fait on va se débrouiller aussi. Il y aura un monde où on va se débrouiller, on va devoir se débrouiller sans eux. Mais pour avoir une vision plus macro, ce qui va vraiment faire changer les choses, c'est de financer. C'est passer par des financements publics, d'associations qui prônent l'égalité des genres, etc., sur des politiques publiques, sur des actions vraiment systémiques.
financer toutes ces associations et ces organisations. Je ne sais pas si avec le gouvernement d'aujourd'hui, c'est bien parti, mais une des clés qui accélère en fait une transition écologique plus juste, d'égalité, et pour éviter d'arriver à des situations comme la Corée, en fait, c'est vraiment prendre conscience de nos privilèges. Donc quand on est un homme, mais aussi peut-être quand on est aussi une personne valide, quand on est une personne blanche, en fait, c'est prendre conscience de ces privilèges-là et comment on les partage. Ici, dans cette salle, à Paris, on a tous des privilèges. Comment on les partage avec d'autres qui font forcément partie des premières personnes impactées. Enfin, pour revenir là, la question, je ne sais pas si c'était vraiment une question, mais du coup, pour dire sur les femmes, en fait, j'ai souvent, et c'est 100%, à chaque fois, c'est un homme qui revient dessus en disant « Si, il y a toujours des femmes ». Oui, mais c'est toujours des exceptions qui confirment la règle. C'est pour ça que dans mes mots, je dis les femmes sont sous-représentées, voire absentes. Elles sont pas, il n'y a pas la parité. Dans toutes ces instances où je parlais qui font les lois, qui font les décisions, qui font notre société, on n'est pas là. On est sous-représenté ou voire absente. Et c'était ça le propos. Donc oui, on va voir quelques hommes, oui, quelques femmes, par exemple en Nouvelle-Zélande ou en Allemagne, les leaders politiques c'était des femmes. Et là, Angela Merkel, c'est encore une femme. C'est d'ailleurs les pays qui ont mieux géré la crise du Covid, c'était ces deux pays-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une parité partout, malheureusement. Et la référence, c'est The Invisible Woman. Et je peux le réécrire. Alors, si vous allez sur le site internet des impactrices, ah oui, puis vous vouliez savoir plus sur les activités des impactrices. Donc nous, les impactrices, c'est de faire comprendre, donc comme là aujourd'hui, créer du contenu, créer des outils et des conférences sur les enjeux genre et climat, puisque nous, notre action, c'est vraiment d'accélérer la prise de conscience du fait qu'il faut lier la justice sociale, le féminisme avec le climat, parce que c'est ça qui va accélérer en fait la résolution du défi climatique, c'est en incluant tout le monde. Donc on a un festival, un média, on a la fresque de l'écoféminisme, pour justement tout ce que je viens de dire là, en fait on le décline sous forme de fresque, comme la fresque du climat, pour comprendre avec des faits, des chiffres et une logique pourquoi en fait l'écoféminisme est un levier d'action qui accélère les transitions écologiques. Et enfin, on a une communauté, c'est-à-dire un annuaire de toutes les femmes qui portent des solutions qui accélèrent la transition écologique. Et on crée des événements pour les connecter et accélérer ensemble en fait cette transition. On a atteint notre horaire de fin pour cette soirée. Un grand merci Souba pour cet échange ce soir. On n'aura certainement pas répondu à toutes les questions, mais en tout cas on aura ouvert des portes pour cette discussion. On aura commencé effectivement à activer les premières clés de l'action. Donc vraiment encore une fois, merci beaucoup. Je pense qu'on peut l'applaudir. On était ravis de vous avoir parmi nous ce soir. Merci à toutes et tous d'avoir participé à cet échange, d'avoir pris part à la discussion, d'avoir posé vos questions. On se retrouvera prochainement pour une autre conversation climatique sur d'autres sujets en lien avec le climat. Merci et très bonne soirée. Merci beaucoup.